France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 jusque 18h30 comme chaque jour, bien entendu, avec au programme tout à l'heure la Myanmar pour l'éphéméride et les quelques dates qui ont marqué cette date du 19 mai. Nous partirons faire un petit tour du côté de la Croisette à l'occasion du 70e Festival de Cannes avec comme invité aujourd'hui Richard Berry qui sera l'invité tout à l'heure, la télé et les programmes bien sûr, les minutes Libertad entre 50 de 17h et 18h, les avis tranchés et coup de cœur de nos chroniqueurs aujourd'hui. Le premier à être arrivé à l'heure, il s'appelle Zébélus Jean-Marc. Salut Zébélus. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Comment vas-tu Christophe? Il va bien. Bon j'espère que ça va pour le meilleur pour tous les auditeurs. Et donc le zapping bien sûr à suivre dans quelques instants sur France Maghreb 2. Un zapping aux couleurs d'une France pas totalement apaisée, on peut le dire. Restez avec nous, bien entendu, sur France Maghreb 2, avec la question du jour. On est à 8 jours maintenant de ce mois sacré du Ramadan. Comment vous le préparez? Allez-vous changer vos habitudes? C'est les questions ou la question que l'on vous pose aujourd'hui sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas à vous y rendre, à liker et surtout à répondre à la question du LGF d'aujourd'hui par mail aussi, lgf@francemaghreb2.fr et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, numéro de téléphone pour nous joindre bien sûr jusque 18h30. Soyez les bienvenus. On va faire un petit tour en Seine-Saint-Denis avec ce rappeur qui cartonne en ce moment, Fianso, avec Mon Petit Loup sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 18h30, c'est parti en ce vendredi et autour de cette table ils sont là, Jean-Marc Zébélus tout d'abord, Monsieur Jean-Marc. Jean-Marc Zébélus, Monsieur Tarek Mami. Bonjour Christophe. Comment ça va Tarek? Super, il fait beau à Paris c'est super c'est parce vrai, que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais attendez, cher vrai. Mourad. Salut Mourad. Mourad il débarque de sa Marseille natale où il voit le soleil 24/24. Ici, cher Mourad, nous avons les 4 saisons tous les jours. Et donc là, quand on rentre au studio pour faire l'émission, toutes les heures. ouais. Par contre, il y a un portable qui est très gênant là, pour le coup. Et quand on rentre, voilà. donc on est en super, en super soleil, donc on est heureux. On a le soleil de Marseille à Paris pendant l'heure de l'émission. Ouais. Comment ça va Mourad? Ah bah, Très bien, très bien. Et il a pris la Je flotte. clôture mon premier mois et j'ai passé une demi-heure sur la pluie. Ouais. Voilà. Comment ça se passe le premier mois à Paris? Pour un Dans le Marseillais? travail. Franchement, j'apprécie. Ouais. Au travail, je me régale et la vie est vraiment appréciable, agréable. Après, elle est très chère par contre. Hein. La vie est très très chère. Et tout est loin de tout. C'est pas comme à Marseille, en gros. Non, tout est loin de tout, mais tout est près de tout parce qu'il y a une très très grande vie culturelle à Paris. Donc du coup, la nuit, on n'est jamais seul, on peut sortir. Il y a des théâtres dans tous les coins de rue. Il y a vraiment une vraie vie sociale et culturelle qu'on n'a pas à Marseille. Et voilà. Par contre, la vie est très chère et moi maintenant. Elle est très chère, ça dépend où, parce qu'on a possibilité qu'elle soit pas chère à Paris. Justement, j'ai fait les deux extrêmes. J'ai été boire un verre avec une amie à Notre-Dame de Paris. J'ai payé le Coca-Cola 6 € le verre. Oui. Et 6 € le double café. Oui. Et j'ai été déjeuner du côté des Maréchaux. Oui. Et on m'a fait payer une bouteille de Selecto 3 €. Voilà. Donc, je veux dire, Champs-Élysées au pain, on se fait casser les reins. Non, mais ça dépend. Là, t'as parlé que des quartiers. C'est pas cher, c'est le T'as parlé. T'es allé dans le 10e. 1,60 € et quelques à Marseille. Non, Voilà. mais dans le restaurant? Non, dans un snack, un kebab. Oui, bah oui. C'est normal. dans le Chez resto. l'épicier, c'est pas ce prix-là. Non, justement, mais pourquoi dans un snack ça serait 3 € Bah, et pas non, 1,65 € c'est un prix resto. Ouais, là, c'est Bon, non, c'est le prix de Pompéi. Mourad, Ah, l'année et- prochaine on t'emmène au Parc des Princes quoi. C'est ça? Inch'Allah. La conversion est toute proche. C'est ça. Mais je garde mon accent, je me battrai pour ça. Oui, on Oui, s'en non, fout. ça, Nous, on est ouverts, nous. On pas veut de problème. de tout, nous. Les accents, on les Ah, aime c'est beaucoup. le seul côté sur lequel Jean-Marc Zébélus et Monsieur Christophe Fro sont d'accord, c'est le foot Oui, et c'est le PSG. oui, absolument. Sorti Oui. de ça, il n'y a plus rien à discuter. Non, il n'y a plus rien à discuter, mais heureusement, il y a au moins ça. Eh ouais, Déjà. un milliard pour ne pas gagner de Coupe d'Europe et finir deuxième du championnat. Ça demande d'arriver derrière. Non, commencez justement, pas, ça, commencez c'est- pas. Mourad, le commence but, pas à commence le pas but, sur ce terrain-là. le but, c'est De d'avoir gaspiller ce qu'on a à voir sans se gaspiller retrouver en deuxième division. Et le but, c'est de ne pas de planter de l'argent dans les jardins. Et comment disait le baron là, le baron. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est l'essentiel, c'est de participer. Ouais, hein. non, mais ils plantent pas l'argent dans les jardins. Par contre, ils plantent les talons dans les pelouses. Hein. Ah oui. Hein, parce que pour marquer des buts, ils ont du mal. Hein. Ouais. Ben là, c'est on a pas marqué le plus de buts. On détient le record avec nos buteurs. Hors jeu. Donc, je veux dire, à un moment Combien de donné, buts hors jeu à un moment donné, quand Combien on a de pris buts hors 5 jeu buts, Bon, quand je- on a pris 5 buts Là- chez soi à là- la maison, Combien de je buts pense qu'il faut faire profil Non, bas. mais nous, on vous laisse Une gagner parce que remontada, nous, une remontada, mais c'est pas nous, des on a le plus grand nombre de championnats de France. À qui on a le plus grand nombre de Coupes de France. Monsieur, À non qui monsieur. Non, monsieur. Non, Vous monsieur, c'est Non, Lyon. monsieur, c'est Vous êtes Lyon. le club, jamais de la Non, vie, vous êtes monsieur, le club c'est de la Lyon. Coupe de la Ligue. Vous. Non, monsieur, c'est La Lyon. Coupe de France 3. Non, monsieur, c'est Vous Lyon. êtes le club de Et la nous Coupe de avons le France 3. plus de palmarès que vous, monsieur, Bon, au jour d'aujourd'hui. j'ai- Alors. J'ai une bonne nouvelle pour vous pour Oui. ça.
l'année prochaine, on diffusera en direct les 2 matchs OM PSG aller au retour. Et Sur France on Maghreb 2. commentera. Oui, oui, on peut. on sera là, bien Et sûr. j'en connais un qui va quitter le stade avant la fin du match. Jean-Marc. Comme Il y a d'habitude. des chances. Alors, messieurs, c'est parti donc pour le grand forum. De quoi allons-nous parler avec toi, Jean-Marc? Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de cette histoire d'intégration. Café, c'est bon. Ok. L'histoire de l'intégration, L'histoire de ton justement. café. Peut-on toujours parler d'intégration quand quelqu'un est né ici, hein? Et puis, en coup de cœur, c'est une surprise. Ah, une surprise, très bien. Morad, on va parler de quoi avec toi? Alors moi, je vais faire le contraire de ce qu'a dit Jean-Marc. Très bien. Voilà. C'est-à-dire? Mais parler je ne veux plus parler d'intégration, je ne veux plus parler d'assimilation, Mais c'est mon propos. Pourquoi parle-t-on d'intégration? Alors on va parler de la même chose peut-être. Alors je parlerai du mais gun. différemment, mais Non, mais c'est un grand plaisir si Alors, on peut se compléter. Je parlerai du gun. Si on peut diverger, se compléter, je suis Je tout parlerai- à fait ok. Je parlerai du gun, ce fameux gouvernement d'union nationale qui est un gros arbre qui cache une petite forêt et qui dans un mois va faire mal à beaucoup de Français, Ah oui, autant de certitude en une seule phrase. je pense. Très bien. T'as un coup de cœur, Morad? Vous Je suis Marseillais. Très bien. Tarek? Bonjour. Bonjour, on va parler de quoi avec toi? Ah, beaucoup de choses. La Palestine d'abord. Ouais, Cette grève qui n'existe pas sur les écrans français. c'est vrai. Et ça, C'est on va regrettable. se regarder un petit peu. Ça veut dire que le lobby israélien, je dirais même plus sioniste, parce que là ça va beaucoup plus loin, il n'y a pas de lobby juif en France. On parlait de lobby sioniste, là on peut parler de lobby israélien sur les écrans, dans les médias français, circuler, il n'y a rien à voir côté Palestine. Deuxième chose, je dirais donc un petit mot sur ces investitures qui partent dans tous les sens chez En Marche. En fait, En Marche nous permet de voir ce qui se passe en réalité dans tous les partis politiques, mais jusque-là, il y avait l'omerta, c'est l'appareil des partis qui nomme et dénomme sans que personne ne le sache, et les candidats heureux et malheureux ferment leur gueule, comme a dit un ministre avant-hier. Et aujourd'hui, avec En Marche, comme ils n'ont pas encore acquis cette habilité de faire fermer leur gueule aux gens, et que tout se passe sur les réseaux, on en parlera. On dira un mot particulier sur cette fausse bataille pour nous, ici à France Maghreb, entre les Marocains et les Algériens, pour 2 citoyens qui sont en vérité français, pour la candidature dans la 9e circonscription. Et on parlera bien sûr de ce gouvernement en quelques mots et des nouveaux verrouillages de la communication façon Macron, qui veut, dit-on, quand on est un peu proche de ce cercle de journalistes, ne pas refaire les erreurs qu'a fait Sarkozy, l'avantardise, et qu'a fait Monsieur Hollande avec le dernier livre qui sort et qui dit voilà ce qu'un président ne doit pas dire. Donc le sujet s'en passe. J'espère que le temps nous permettra pour qu'on termine à 18h. Mais bien entendu, vous allez voir, ça va se faire tranquillement. Alors, on va commencer par le zapping, c'est parti. Dans le zapping aujourd'hui, nous pouvons avoir des divergences, mais il y a un chemin commun, a souligné le ministre, rappelant que Emmanuel Macron s'était engagé à appliquer la loi de transition énergétique votée il y a 2 ans. Et puis concernant le dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, sur lequel il n'a jamais caché son hostilité, eh bien il faut, a dit Nicolas Hulot, changer de logique et faire appel à la médiation. Écoutez Nicolas Hulot. On va sortir de la confrontation et on va rentrer dans la consultation et la coopération sur ce sujet et sur beaucoup d'autres. Ce que, sur le sujet... Mais votre conviction? Ma conviction, moi, c'est qu'il existe d'autres alternatives, mais la médiation qui va démarrer, probablement, en fera la démonstration. Toutes les solutions et les options sont sur la table. Mais encore une fois, à partir... Donc un abandon du projet est possible? Toutes les options sont sur la table. Non, mais c'est pas une langue de bois. C'est que ma conviction, c'est qu'on n'a pas étudié toutes les alternatives. Et je pense que la meilleure démonstration pour apaiser, c'est que par rapport aux contraintes, aux visions des uns et des autres, il y a probablement une autre option qui permettra de satisfaire les intérêts des uns et des autres. Si c'est pas de la langue de bois, ça y ressemble quand même. Hein. Non, je pense que d'abord, ce nouveau gouvernement doit avoir pour obligation d'écouter tout le monde, de faire ce qu'on appelle un procès-verbal de réunion, et de ce procès-verbal, quelle que soit la solution, on fait l'aéroport ou on le fait pas, on doit trouver des justificatifs post-élection. Je pense que cet aéroport finira par se faire, mais que
comme les technocrates français, quand ils travaillent bien, savent faire. On va aller tenir un périmètre dans lequel on va considérer que les plantes, que la végétation est très rare, et on va la préserver, et on va déplacer en gros de 500 mètres ou de 800 mètres, voire d'1 kilomètre, l'aéroport pour qu'il soit hors de cette zone, et on dira vous avez gagné, vous avez votre aéroport, et aux autres vous avez raison, on n'a pas touché à la faune et à la flore que vous n'avez pas voulu qu'on touche. Et vous verrez que ça terminera comme ça, cher Christophe. Jean-Marc, c'est de la langue de bois? C'est ni de droite, ni de gauche. Je ne pense pas que c'est la langue de bois, je pense que c'est faire preuve d'une certaine maturité, c'est-à-dire ramener ça à un certain consensus pour pouvoir trouver une solution qui conviendrait un peu à tout le monde. Chacun devra faire des concessions et on pourra arriver à aboutir à quelque chose parce que ça peut pas continuer comme ça. Et je pense que monsieur Nicolas Hulot, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, a sur ce plan-là, et pour l'instant, je pense qu'il se comporte d'une façon assez modérée et politiquement correct. En tout cas, Mourad, ils ont essayé, Chirac, Sarkozy, Hollande, ils ne sont pas arrivés à récupérer Hulot. En Marche l'a fait. Ouais, mais il l'a fait, mais je pense que c'est un gros caillou dans la chaussure. Je pense que lui et le maire vont être les deux personnes qui vont faire imploser ce gouvernement. Mais par rapport à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a quand même pas mal de paramètres qu'il faut soit connaître, soit mettre à la connaissance des auditeurs. C'est que d'abord, c'est une guerre de prédominance territoriale, puisque en fait, c'est un peu les grandes villes de Bretagne, de Rennes, Quimper, toutes ces grandes villes qui se battent pour avoir un aéroport un peu plus proche peut-être moins Quimper, mais surtout Rennes surtout. Voilà, qui trouvent que c'est un peu trop loin de chez eux. Parce que l'aéroport de Nantes, pour y être allé, je peux vous dire qu'il est largement en capacité d'accueillir beaucoup plus d'avions, y compris des grands avions. Je confirme. Donc c'est la première problématique. La seconde problématique, bien entendu, c'est un choix politique, parce que aller choisir un terrain qui est considéré comme une réserve d'eau, c'est ce qu'il y a de plus idiot qu'on peut faire comme choix. Et enfin, qu'il se fasse pas, que les Français sachent que ça va leur coûter 1 milliard d'euros, puisque Vinci, qui a signé ce contrat, se fait déjà actuellement payer sur des pénalités de non-réalisation d'ouvrages. Et ça ne gêne pas. Et bien sûr, il y a des pénalités. Vous savez, François Hollande... Oui, un marché attribué, c'est un marché qui a été attribué, un marché public. Le retard de démarrage de travaux est financé et dédommagé à Vinci. Donc Vinci, s'il réalise, parce que Vinci, son objectif, c'est pas l'aéroport, c'est les parkings de l'aéroport. Ouais. Le nerf de la guerre, pardon, j'y arrive, est là. Donc, comme l'écotaxe, on paye 800 millions d'euros à la société italienne qui les a déposés sans qu'en jamais on puisse s'en servir. Les frégates, 1,2 milliard, pareil, c'est le Français qui paye. Et Notre-Dame-des-Landes, 1 milliard, ça sera les Français qui paieront aussi. Pour avoir un petit peu regardé, survolé un peu ce dossier, j'ai cru comprendre que l'aéroport de Nantes avait une certaine capacité, mais qu'il fallait apporter des améliorations. Vu les nouveaux cahiers des charges, les normes internationales, il me semblerait que j'ai lu ça, et que il considérait que c'eût été mieux de faire un autre aéroport. Bon, est-ce que justifié ou pas, ça, quid, mais l'emprise de l'aéroport de Nantes aujourd'hui permet la création d'au moins 2 pistes. Oui, mais ça coûterait, a priori, les aménagements coûteraient relativement aussi cher. Mais alors, qui dépend qui les a chiffrés, parce que c'est toujours ça. Bien sûr, c'est toujours net de la guerre. Là, il y a une audite qui dit ça. On est en train de dire aux Français, ça coûte moins cher de construire un aéroport sur un terrain qu'on va acheter, qu'il va falloir. Est-ce qu'ils achètent le terrain? Oui, parce combien ils achètent le terrain? Est-ce que c'est pas ils l'achètent au prix du terrain agricole, ça va être 2-3 euros l'hectare. Voilà. Sauf que le rendre constructible, ça va demander des procédés et des coûts qui, à mon avis, sont largement supérieurs. Rendre constructible, on parle au niveau de l'infrastructure, ou on parle au niveau du... Le problème est un problème économique. Le contrat est signé. Cet argent va être payé par les Français. D'une manière ou d'une autre. Qu'on construise ou qu'on construise pas. Quoi qu'il en soit. Alors, la question finira. Il faut construire pour amortir, parce que ça ne sert à rien de donner encore des milliards sans avoir en retour, alors qu'on espère, en versant les milliards, on récupérera par l'allocation justement des parkings de Vinci et par tous les investissements et les magasins. Et donc ça devient une opération financière qui ne doit pas être perdue comme on a fait avec le Cotax, qu'on a monté, qu'on a démonté, qu'on a payé sans avoir à faire entrer un sou. Donc, Nicolas Hulot va jouer plutôt sur ça, y compris en expliquant aux gens de Bretagne. D'ailleurs, êtes-vous prêts à verser tant de milliards dans vos taxes pour rien, ou les verser pour pouvoir les récupérer? D'ailleurs, moi, en espérant qu'on ne déborde pas trop sur le thème, moi j'ai été surpris que pendant la campagne électorale, aucun parti politique n'a remis sur la table cette écotaxe qu'elle nous a coûté, les frégates qu'on a vendues et qu'on n'a pas encaissées, parce qu'il faut savoir que c'est un deal avec Airbus.
Les frégates ont été payées par un achat d'avions par l'Arabie Saoudite. Donc ça profite au consortium Airbus qui n'est pas que français, et les chantiers de Saint-Nazaire, et bien voilà. En plus, on a vendu entre guillemets les navettes, là, les frégates à l'Égypte. Payées par l'Arabie Saoudite. Non, payées par la France. Sur un prêt de la caisse de dépôt de consignation, voilà, que l'Égypte est censée payer d'ici 20 ans, et tout le monde sait qu'elle ne paiera pas. Et avec une vague d'avions que l'Arabie Saoudite s'est engagée à acheter. Tout à fait. Bon, alors, qui tombe, en un mot, oui ou non, est-ce que c'est une belle pêche pour Macron, le fait d'avoir récupéré Hulot? Pour moi, c'est une très bonne pêche, au moins dans un sens. Vous l'avez dit, cher Christophe. Chirac, c'est non. Sarko, c'est non. Hollande, c'est oui. Macron, c'est non. C'est non, oui. Macron, c'est oui. Même s'il devait rester canon, il dira, et tout le monde dira, il a été l'homme de Macron à certains moments, et donc il aura intérêt à savoir parler. Par contre, il a obtenu apparemment deux choses. D'abord, la continuation du projet mis en place par Madame Ségolène Royal sur donc. Vous avez suivi la passation de pouvoir d'ailleurs entre les deux? Oui. C'est très respectueux. Hein. Voilà. Et puis, et surtout, il va rentrer dans son schéma à lui, qui est le schéma des techniciens, auquel M. Macron a répondu à Mediapart qu'ils avaient probablement raison d'aller vers l'arrêt du nucléaire à horizon de 30 ans. Et donc, M. Nicolas Hulot aura pour tâche de dire dehors le chemin d'arrêt sur 30 ans va venir, et dedans qu'il faut accélérer le mouvement et faire plutôt 20 que 30. Donc il va avoir un rôle très très important, et il a surtout négocié dans un déjeuner avec le président de la République, le nouveau, le titre de ministre d'État. Et les numéros 3 ou 2 ou 3 dans le protocole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait, mais bonne pêche ou pas, Jean-Marc ? Oui, c'est une bonne pêche, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que l'Allemagne a fait sa transition énergétique et est un peu revenue en arrière. Hein. Donc ça veut dire que ça doit se faire dans une certaine durée, dans une certaine pérennité, et ça sera pas comme ça parce que ça a un coût, la transition, hein, ça a un coût, et ça demande aussi beaucoup de terrain. Là aujourd'hui, pour pouvoir reprendre, remplacer le nucléaire, il faut carrément la taille d'un ou deux départements français. Attention. Mourad, bonne pêche ou pas? Moi je dis que c'est une mauvaise pêche. Quitte à avoir pris une personnalité, j'aurais choisi Yann Arthus-Bertrand. Ah oui, autre chose. Qui est quand même axé un peu plus sur le climat et qui a un peu plus de pertinence, et qui est très crédible au niveau de tout ce qui est sur les 5 continents. Il est connu et respecté, et il n'a pas d'empreinte politique, parce que Nicolas Hulot, il est quand même à l'origine des écolos sociaux. Voilà. Et après, sur la transition énergétique, moi je suis pas convaincu qu'un jour on partira ou qu'on fera du 50-50, parce que la France aujourd'hui, elle vend son électricité à l'Italie, à la Suisse, à tous les pays limitrophes et frontaliers avec qui on a des frontières communes, et c'est un business qui rapporte. Bien sûr. Et dont on ne sait jamais les chiffres. Alors, on avance dans ce zapping. À droite, on digère encore mal la récente composition du gouvernement, la plus particulièrement la présence de 2 ministres venus des Républicains. Le chef de file du parti pour les législatives, François Baroin, se montre particulièrement critique sur la nomination de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Écoutez. Je trouve que c'est assez malin, effectivement, de la part d'Emmanuel Macron de mettre les 2 prises d'otages à droite à Bercy pour incarner l'augmentation des impôts et de la CSG. Ils sont pris en otage. C'est pas une prise de guerre, c'est plutôt des prises d'otages. Ils sont très isolés. Édouard Philippe a sans doute tenté d'en amener beaucoup plus, et en réalité, il a perdu ses arbitrages. C'est normal d'ailleurs. Il y avait beaucoup de candidats, effectivement, de votre côté pour entrer au gouvernement. C'est sûr que pendant 48 heures, il y avait beaucoup de personnalités qui souhaitaient rentrer au gouvernement. Ça montre la limite de l'exercice. Ça montre qu'en réalité, c'est pas en choisissant un Premier ministre de droite qu'on aura une politique de droite. Voilà, il est dans sa ligne, j'allais dire classique. François Baroin, pour le coup, il essaye de tempérer, de mesurer un petit peu ce qui s'est passé quand même chez les LR. La fissure. Parce que moi je vais être lapidé. Je vais dire juste une chose. Ce monsieur a une certaine aigreur, parce qu'on voyait en lui un présidentiel potentiable et l'un des plus jeunes politiques promoteurs à une certaine époque. C'était le Paris Sarkozy. Voilà. Il a fait un choix, il a fait des choix qui lui ont été préjudiciables. Et il s'est retrouvé coupé de toutes ses ambitions. Il avait même préparé le site de campagne, Baroin 2017, il existait. Tout à fait. Donc il n'a pas trouvé sa place, il n'a pas su faire sa place, donc ce monsieur pour moi n'a aucune crédibilité. Bon, LR, qu'est-ce qui se passe, Mourad? Ça va plus là? Mais ça va plus depuis très longtemps. Je pense qu'il va falloir qu'il change encore de nom, parce que là, à mon avis, il y a plus trop d'avenir. Mais après, si on change le nom et on change pas le reste, ça changera rien, quoi. Ben ouais, mais c'est peut-être comme ça qu'on. Faut changer un peu le logiciel. C'est peut-être c'est comme ça qu'on se régénère. D'ailleurs, le PS est en train d'y arriver.
Le maire, moi, ça m'étonne pas qu'il soit encore parti à la gamelle. Il avait fait ça avec Villepin en 2012. Il avait trahi en pleine campagne des parrainages. Il avait déjà franchi le ruisseau pour retrouver ses copains des républiques de l'UMP à l'époque. Et puis là, dans l'espace de 6 mois, il quitte Juppé, il rejoint Fillon, il quitte Fillon, il rejoint Macron. C'est un mec qui mange à tous les râteliers, donc je pense qu'il tiendra pas l'année. Oui. En tout cas, pour la partie économique, on constate, Tarek, Mourad et Jean-Marc, que dans ce gouvernement, on peut dire que Macron a accès tout ce qui est économique à droite, tout ce qui est social plutôt à gauche. Ni droite ni gauche. Bah si, on a même des radicaux de gauche dans ce gouvernement. C'est plus compliqué que ça, Christophe. Ni droite ni C'est gauche. parce que ceux qui sont à gauche disent que c'est un gouvernement de droite, et ceux qui sont à droite disent que c'est un gouvernement de gauche. En fait, quand Puis les tu 5 années de regardes- Hollande, on n'a jamais dit que c'était un gouvernement de gauche ou une politique de gauche. On a dit que clair, c'était une oui. politique de droite. Quand on tout à regarde, fait. Christophe, en fait, vous avez, et je vais utiliser les mots haïtiens, l'extrême gauche des LR et l'extrême droite du PS. Quand vous mélangez l'extrême gauche de la droite et l'extrême droite de la gauche, ben vous tombez au centre. Un peu de centre avec Bayrou. On tombe dans les Mais Sarnez aussi. Moi, ce que je trouve de plus choquant dans la nomination de ce gouvernement, c'est que là, nous avons carrément un gouvernement énarchiste. Hein, on a comparativement à ce que nous avait dit la rupture. On l'a toujours. On a toujours eu, mais c'est-à-dire qu'on a un renouvellement. Oui. On n'a pas une remise en question Oui, comme mais il c'est avait pas- été Mais promis. c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire pourquoi? Parce que pour une fois, on va avoir des gens qui fonctionnent comme les chefs et les directeurs d'administration. Parce que les directeurs d'administration, ce sont des énarques Oui, à qui on ne peut pas parler. Parce Oui. qu'ils sont autistes. oui, Donc quand on fait des réformes de l'éducation... Méfie-toi avec ce mot autisme parce que. Pardon, j'ai voilà. l'entre guillemets, Oui. c'est vrai. Pardon. oui, c'est pas bien. Mais les gens ont compris le sens que je lui donnais. À Marseille, ça se fait, mais Non, pas non, à Paris. alors qu'ils sont hermétiques à toute consigne extérieure. Il y a que eux qui voient les choses et il y a que eux qui ont raison dans la manière de mettre les choses en œuvre. Ils sont formatés. Voilà. Ils sont Donc, formatés. Quand on fait une réforme de l'éducation nationale, c'est pas la réforme qui est mauvaise, c'est son application. C'est son application, oui, parce que le pouvoir administratif Et plus fort que le pouvoir politique. Alors, que le pouvoir politique. Question, est-ce que ce gouvernement qui nous a été présenté mercredi dernier est amené à perdurer dans le temps? Alors, moi, j'achète ma boule de cristal et je donne la réponse. C'est En Marche est le premier parti au Parlement et c'est là la majorité absolue. Oui, il continue. Il n'y aura pas d'ajustement. Bah, Mais à la marche. Par contre, et ce gouvernement-là tiendra 2 ans. C'est la règle aujourd'hui en France. Par contre, si LR, par extraordinaire, ou Mélenchon, ou le Parti communiste, ou le Parti socialiste venaient à avoir une majorité Le Parti parlementaire, socialiste, non. Il non, faudrait mais un c'est miracle. pour ça que je les cite tous, hein, parce qu'aucun de ceux-là ne pourront avoir une majorité ou le Front National. Là, le président est obligé de cohabiter parce que le premier gouvernement, c'est un gouvernement, Christophe, avant législative, et c'est le résultat des législatives qui décide de la durée de vie de ce gouvernement. Quand vous y rajoutez que le président Macron dit que les 6 ministres qui vont se présenter aux législatives, Ah, bah voilà. s'ils perdent, Oui. ils dégagent. Ouais. Les autres ont été courageux et on dit nous on n'y va pas. Donc les 6 doivent assumer aujourd'hui. Et parmi les 6, il y a quand même le maire qui est concerné. Il y a le maire, il y a le Bayrou. Drian. Il partira pas. Le Drian. Il partira pas à tout, parce que le maire fait toujours le contraire de ce qu'il Et dit. il peut se retirer. Il y a Par contre- Wauquiez ce matin qui a annoncé qu'il n'y va pas aux législatives. Par contre, les Français vont vivre une transition politique sur ce mandat parce que il faudra ne pas perdre de vue que les prochaines législatives, c'est-à-dire dans 6 ans, Dans 5. dans 5 ans, on aura une proportionnelle qui va être intégrée, c'est-à-dire vous- qu'il n'y aura vous- plus de majorité écrasante. Voilà, vous aurez la proportionnelle un et jeu. vous aurez surtout S'il le nom- fait, s'il le fait. Non, mais Il va le faire, il est fera. obligé. Il y a- Il est obligé parce que Sinon, il n'est plus crédible dès le premier jour. puis il préfère, je pense, avoir 25 députés Front National qu'une dizaine de députés communistes et écolos qui ne font que bloquer les choses en général et qui n'ont pas de légitimité. à Alors, être Et vous y discutants. rajoutez le nombre de mandats qui va rentrer. Et en clair, en dehors de ceux qui se présentent aujourd'hui pour la première fois, la quasi-totalité des autres députés et sénateurs auront dégagé parce que tous les sénateurs et tous les députés aujourd'hui en place ont la fameuse 10 années d'ancienneté. Tarek, si en un mot rapidement, si on a bien compris que si donc un parti autre qu'En Marche remporte législative, il y aura cohabitation. Ben mais s'il y a par exemple des scores extrêmement serrés, c'est-à-dire voilà on peut imaginer que le LR fasse un bon score, que éventuellement Mélenchon fasse un bon score, que le PS soit derrière, En Marche fasse un bon score, mais soit de très courte tête devant. Je Est-ce vous- qu'il peut y avoir quand même Je vous donne l'explication, quelques cher ajustements. Christophe. Vous êtes obligé d'avoir 287 députés. Oui. Ça dépend
Combien marche en marche? Celui-là, 250. Ça me paraît impossible. Non, mais... Personnellement. Non, moi, je m'avance pas. Moi, je fais pas les pronostics. Bah si, vous pas avez au sorti micro. votre boule de cristal. Alors vous avancez, c'est non, pas mais, moi. non, je vous donne Elle le dit boule pas de tout, cristal. la boule de cristal. Non, et elle dit la conséquence. C'est là 256. Alors, si vous le prenez comme ça, aujourd'hui, Ouais. en mars, c'est 300 députés au vu des derniers sondages. Ok? Donc, c'est 30 de plus, c'est 27 de plus qu'il ne faut. Donc, on enlève 50, on dit que le sondage se trompe. Donc, si elle est à 250, ça sera sa politique. Si le plutôt à 190, Ouais. et qu'il manque en gros une centaine, ben, il regardera comment piocher dans les centres. Donc, ajustement. Et Non, là, on pourra pas parler de justement. coalition plutôt. Attendez, Ouais, attendez, ça sera n'allez pas coalition. trop vite. alors, si vous voulez bien, on met la pub. Attendez. Ouais, mais non, on va être Et coupé, là. il va rechercher 50 de droite, 50 à gauche, et il va leur donner des petits biscuits, il continue tout seul devant. Très bien. Allez, dans un instant, on va parler de celui que vous appréciez beaucoup en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Tarek Mami, Jean-Marc Zébellus et Mourad. Mourad Goual, voilà. De Non, Marseille. je voulais pas échapper. Le de Marseille, ça, il y tient, évidemment. Avec la partie Tiens, il n'a pas dit Monsieur Tarek Mami. Il a dit Jean-Marc Zébellus, Tarek Mami. et Mourad. Qu'est-ce qui se passe? Mourad, oui, et alors, il y a eu le problème? D'habitude, il y a toujours Monsieur Tarek Mami. Et toi, tu me dis monsieur, toi? Non, pas Bon, du tout. Alors, est-ce que vous pouvez répondre tiens, à la question du jour que l'on pose aujourd'hui sur Internet? Vous savez quand même, mine de rien, messieurs, que nous sommes à 8 jours, probablement, de ce mois sacré du Ramadan qui va débuter le 27 mai prochain. Enfin, d'après, en tout cas, les dates annoncées par le calcul astronomique, le CTMF, etc. 8 ou 9. De quoi 8 ou 9? Bah oui, Oui. 8 jours ou 9 jours, on va Enfin, la nuit du doute, je crois que c'est jeudi soir. Donc, ce sera Vendredi soit soir, je crois. vendredi ou... ah bon, à vérifier, bref. Ça reste très délicat. Oui, quoi qu'il en soit, on va dire ouais, J-8 du Ramadan. Comment vous préparez vous ce mois sacré, l'arrivée de ce mois sacré? Est-ce que vous allez changer un peu vos habitudes? Tarek, par exemple, est-ce que vous changez vos habitudes pendant le mois du Ramadan? Non. Non. Je décale l'horaire du petit déjeuner. Ouais. forcément, oui. Au lieu qu'il soit à 9h ou 9h30, 10h, il est plutôt à 4h30 du matin. Ouais. Bah, le reste, ça suit, hein. En écoutant Samir Abslam. Oui, toujours. Voilà. Mourad. Ben moi, écoutez, c'est une nouvelle expérience pour moi ici à Paris parce que du coup les horaires. Ah, tu vas manger plus tard, mon vieux. Et voilà, plus tard. Et puis. Il va perdre jusqu'à 35 minutes le soir. Non, on les perd pas parce que c'est de la méditation théoriquement, donc on les perd pas. Mais non, par contre, moi, c'est la chaleur parce que j'ai été très surpris par le coup de chaleur d'avant-hier sur Paris. Ah oui, ça fait mal à Paris, hein, c'est et- Il n'y a insupportable. pas d'air. Et je me suis senti très mal physiquement alors que je viens du sud, hein, et j'appréhende. Bon, bah, espérons que la météo soit clémente. Vous arrêtez la cigarette et tout roule. Et oui, Je fume pas, y a pas de souci. Voilà. Est-ce que vous connaissez le pays qui va jeûner le plus longtemps, le pays arabe, des pays arabes? J'ai vu ça cet après-midi. Hein. Non, je sais, le pire, c'est la Suède. Ah, non, c'est non. un pays limitrophe, ça où serait c'est carrément l'Indonésie, non Non, pas du tout. 21 Ah, heures. on fait C'est son c'est l'Algérie. Ah bon 16h44 minutes. Ah d'accord, l'amplitude horaire dans la journée, Ouais, je pensais le mois, dans le mois, je comprenais pas la Bon, question. de tous les pays Non, mais- arabes. Et les Suédois qui font jusqu'à 21 heures de jeûne. Bah non, ça, ils ont pris une fatwa il y a quelques années. Oui, parce qu'il n'y a pas de crépuscule, donc Voilà, du coup, pour enfin, limiter le nombre d'heures, je crois que c'est à 17 ou 18 heures par Alors, jour maximum, pour laisser le temps au corps. C'est plus précis, c'est même selon les origines de la personne, Non, elle s'adapte aux horaires de son pays d'origine. Non, Ah, je ne sais pas, je suis pas religieux. J'avais vu ça. Moi, je c'est m'adapte pas à vrai. ça. Non, c'est- je l'ai vu. Je suis pas du tout. Sinon, dans le- on va tous aller faire naître nos enfants dans le pays où il y a Non, moins non. de... non, ça En marche tant pas que comme ça. franco-algérien, je m'adapte aux horaires Non. de France ou T'es d'Algérie. pas algérien. Vous enlevez tout ça dans vos têtes. Par les papiers, si. Malheureusement, je vais te dire oui, je suis algérien et français par les papiers. Oui, non, mais... Dans ma tête, c'est autre chose. Oui, Mais voilà. administrativement, je le suis. Non, parce que ça arrange. Alors, comme je suis, je sais pas moi, de la Libye elle a 4 heures. Non. En fait, moi, j'étais une fois en Palestine. Oui, c'est à une Jérusalem. convenance, on est d'accord. c'est Voilà, bien. non, j'étais à Administrative. Jérusalem et j'ai été voir le grand mufti parce qu'on avait commencé ici en France le jeûne, je sais pas, 2 jours après eux ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, si je mange demain, ça va faire 27 jours, pas 28 par truc. Et il m'a dit, monsieur, la règle en droit religieux islamique, c'est que tu fais selon l'endroit dans Où tu te lequel trouves. tu es. Même si tu dois faire, je sais pas moi, 24 heures. Et même pour l'amplitude. Pour tout. D'accord. Tu dois, là où tu vis, c'est là ta religion. Et non pas mon grand-père, il est de Jérusalem, donc je fais tel ou tel jour. Ça, c'est une règle juridique claire. Bon.
Allez, on va vous mettre tous d'accord, on va parler de Mélenchon maintenant. Jean-Luc Mélenchon qui bat la campagne à Marseille. C'est là que le candidat de la France Insoumise a choisi de se porter candidat pour On se demande législative. pourquoi, mais bon. Attendez, ce jeudi, l'heure était à la première prise de contact, on va dire, avec la population à Marseille, avec ses électeurs potentiels, une déambulation au programme dans un marché populaire du centre-ville, dans la circonscription où celui qui a recueilli presque 20% des voix au premier tour de la présidentielle affrontera le socialiste Patrick Mennucci. C'était sur la place du marché, une nuée de Marseillais donc, se sont bousculés pour prendre des selfies avec le candidat tiraillé de toutes parts. Écoutez, Mélenchon qui parle des selfies et vous allez entendre aussi. Alors un Marseillais qui est vraiment satisfait, puis un autre qui lui pose la question, mais pourquoi tu es venu te présenter ici? T'es pas de Marseille. C'est curieux, mais il faut faire avec. Mais c'est vrai que des fois ça pourrait être pesant. Il m'arrive, vous savez, de penser à la tête que ferait le président Mitterrand s'il avait dû être soumis aux selfies toute la journée. Je crois qu'il aurait, au bout d'une journée, rentré chez lui et plié bagages. Souvent les gens ils savent à quoi s'en tenir. Hein. C'est plutôt une manière de se rendre présent une journée comme ça. Parce que sinon il y a peu d'occasions. C'est le meilleur Jean-Luc, il va tous les manger, vous allez voir. C'est pas sur le 13e arrondissement, il y a le Front National là-bas. Parce que là-bas j'ai une candidate qui s'appelle Sarah Swahili. Et vous autres les gros machos, quand vous voyez une femme, vous pensez toujours qu'on peut la remplacer mieux. Alors, c'est pas de la réponse, ça, messieurs? Non, mais c'est déplacé. Pourquoi les c'est gens déplacé? de macho, tout de suite. C'est les grands mots. Pourquoi toujours les grands mots? Ça manque, c'est irrévérencieux de dire à quelqu'un, vous, les gros machos. Non, mais la question était claire. Attends. Pourquoi vous allez pas dans l'arrondissement où il y a le Front National? Parce que répondu. J'ai envoyé une fille. Mais monsieur, dites-moi, là, avec vos propos, monsieur Fro, là, vous êtes pro Macron, quoi, Mélenchon, quoi. Il faut savoir que Sarah Swahili, elle n'est près de Mélenchon que depuis 6 mois. Oui. Et elle aurait dû être investie par le PS, justement sur la circonscription où va se présenter Stéphane Ravier, le maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. C'est-à-dire le 7e secteur de Marseille, qui a été élu grâce au maintien de la liste socialiste au second tour des municipales de Marseille. Et Sarah Swahili a été présentée comme candidate à son insu par le Parti socialiste, à la place donc pour remplacer, pour combler la vacance de Sylvie Andrieux, qui est allé à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique. Ça, c'est une première dans la République. Incroyable. Voilà, qui n'a pas voulu démissionner jusqu'au bout. Et ensuite, les courants d'appareil ont vu les guérinistes arriver à imposer Madame Di Stefano, qui est la compagne d'un conseiller général qui est aussi intelligent que grand, et qui est très proche de Guérini. Donc c'est voilà. Et pour se venger, elle a rejoint Mélenchon, et Mélenchon, pour la venger, lui a proposé d'aller sur le 13-14 et non pas de gagner, mais en tout cas de faire perdre le Parti socialiste, comme lui va le faire sur la première circonscription. Donc de gagner probablement. Impossible. Impossible. Parce que d'où la question du Marseillais qui connaît sa ville. Voilà, quand on parle de Marseille, Oui. c'est pas la France, et la sociologie électorale de Marseille, elle est très particulière. Mennucci n'est pas en difficulté, même si le suppléant de Mélenchon s'appelait Zinedine Zidane, Mennucci ne perdrait pas. Mais alors, c'est pas ce que disent les sondages, hein, mon cher Mourad. Ben les sondages, Hier, on a vu un sondage d'ailleurs sur France 2 dans l'émission. Ah, mais vous dites que les sondages, vous ne croyez pas. 35% pour Mélenchon, 13 seulement pour Mennucci. Ouais, et vous savez. Mais les sondages disent pas la vérité. D'abord, qui l'a commandé? Pourquoi on le publie maintenant? À qui ça s'adressait? La suppléante de Mélenchon, Madame Camard, elle a fait tous les partis imaginables de la gauche, communistes, écologistes, elle a tout fait, chevènementiste, et elle se retrouve chez les Insoumis. Ça vous dit la conviction qui est ancrée chez elle. Donc moi je suis pas inquiet. Si Mennucci perd, ça me déplairait pas, hein, je vous dis honnêtement, parce que c'est vraiment une caricature et qu'il s'en aille ce bonhomme. Mais que Mélenchon gagne, ça m'embête, parce que du coup on remplacerait une caricature par une autre. Puisque je suis tout à fait d'accord, j'approuve. Je veux dire qu'à un moment donné, la politique, ce n'est pas à régler des comptes, à régler des rancunes. Là, aujourd'hui, monsieur Mélenchon dit qu'il veut faire disparaître le Parti socialiste, alors qu'il a été formaté. Pendant 15 ans, il était au parti. Il a été fait par le parti. Il s'est nourri des différents mandats grâce au parti. Aujourd'hui, il veut les combattre. Faut combattre le FN, faut combattre les vrais adversaires politiques, faut combattre les ennemis des Français dans le projet de vie de société. Mais pas vouloir combattre un parti, pas faire des règlements de côte entre hommes. Là, on parle d'ego surdimensionné. Très bien. Alors, rajoute une louche? Oui, allez-y, Tarek, je vous en prie, faites-vous plaisir. Je ne fais pas plaisir, je fais de l'analyse politique, Christophe. Pour moi, Mélenchon, Macron, qui d'autre, Bourdin, j'allais dire, Barouin, ce sont des hommes politiques que je regarde à travers les prismes de la sociologie politique et de l'histoire de ce pays. Pour moi, M. Mélenchon a fait 2 erreurs.
La première erreur, c'est qu'il ne s'est pas dressé comme un homme antifasciste le soir de sa défaite. Et ça le marquera à vie, quel que soit ce que ses supporters diront aujourd'hui et dans 50 ans. Parce que quand on est militant antifasciste, on l'est tout le temps. On l'est surtout quand on perd. Quand on perd pour soutenir tous ceux qui se continuent à se battre contre les fascistes. Il a fait cette erreur. S'il n'avait pas fait cette erreur, le soir même, il avait la majorité à l'Assemblée nationale pour moi. Ayant pris cette position, ayant attendu 10 jours pour dire vous connaissez ou vous me connaissez pas, la première. La deuxième, je ne comprends pas pourquoi monsieur Mélenchon, qui lui a passé sa vie à donner des leçons pendant la campagne électorale, notamment et principalement à monsieur Hamon, pour lui dire si vous voulez qu'on fasse alliance, il faut que vous virez Valls, il faut virer El Khomri, il faut condamner Hollande, il faut, et quand il a fallu faire le boulot, lui, il va pas là où il faut faire le boulot, c'est-à-dire que il va pas à Marseille, dans l'arrondissement Front National, pour dégommer le Front National, il va pas à Ivry pour dégommer monsieur Valls, contre lequel il a une haine atroce. Il va dans le seul arrondissement, je parle sous le contrôle de Mourad, ou sur l'un des rares arrondissements où il y a un député de gauche. Donc en fait, il va enlever un député de gauche et laisser l'opportunité à un Front National ou un LR à arriver à l'Assemblée. Et donc au lieu d'avoir au moins 2 députés de Marseille de gauche s'il avait été au Front National, nous n'aurons qu'un seul. Et pour moi, ça, ce sont des erreurs politiques qui, en fait, reflète la personnalité égoïste. Et moi, je l'appelle de monsieur Mélenchon. Au-delà du reste, il peut avoir un beau programme, il peut avoir un beau tribun. Ce monsieur a créé un parti à sa hauteur, à sa mesure. Le jour où lui, il s'en va, il n'y a plus de parti derrière. Mais quel programme? Parce que il a quand même on parle de 6e République, on parle de l'euro, on parle de plein de choses qui plaisent aux gens. Sauf que les 49.3 de Valls, Mélenchon, il a fait quoi? Enfin, les parlementaires qui entourent Mélenchon, ils ont voté quoi pour ces 49.3? Ils ont voté contre? Non, pas du tout. Ils ont jamais rien. Ils se sont abstenus. Et s'abstenir, ça veut dire oui. Voilà, donc Mélenchon a toujours cautionné la politique de Valls et de Hollande et s'ériger comme le seul opposant légitime au pouvoir, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, c'est du pipeau. Et vous savez pourquoi il va perdre? Il va perdre parce qu'à Marseille, là où il est parti se parachuter, il n'a pas affaire à des électeurs, il a affaire à des consommateurs. Minucci est un député qui achète, je reprends le mot, pardon, parce que ça serait maladroit de ma part. Qui fait du clientélisme. Qui entretient, voilà, le clientélisme marseillais dans sa splendeur. Minucci a des personnes relais auprès d'associations qui sont très bien implantées dans les secteurs. Et qui emmèneront les gens par des bus le jour du vote. Et voilà, et comme il dit, on l'avait compris. Voilà. Bon, Mohamed est avec nous et il souhaite réagir à ce qu'il entend. Il a raison. Il a raccroché, Mohamed. Non, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, je me pose la question, il est porteur de quel projet? A-t-il fait un projet de loi? Qu'est-ce qu'il a fait en 30 ans? J'aimerais bien savoir. C'est la question avec sa législative, il a été aux législatives, il a été élu, il a eu des mandatures. Qu'a-t-il fait? Il critique l'Europe et il était eurodéputé. Il est toujours. Il est toujours eurodéputé, il critique l'Europe et il gagne de l'argent avec ça. Ça s'appelle le populisme, Jean-Marc. Voilà, il gagne de l'argent avec, il s'enrichit avec, il s'est nourri avec, aujourd'hui il veut plus que ce soit. Je ne comprends pas. Méziane est avec nous. Bonsoir Méziane. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir monsieur Méziane. Écoutez, je suis vraiment désolé de vous entendre faire les analyses politiques parce que j'ai l'impression que vous cassez le seul qui travaille pour le peuple, les petits. Mais qu'est-ce qu'il a fait justement? Il travaille pour lui, il ne travaille pas pour le peuple. Attendez, laissez parler Méziane, laissez parler Méziane. Ouais. Dites-nous s'il vous plaît Méziane. Il travaille pour lui, arrêtez. Non, pas du tout. 40 ans de carrière politique, donnez-moi une loi. Je pense que c'est la seule vraie opposition. Mais laquelle, monsieur, il n'a pas voté contre les 49.3. Vous n'arriverez jamais à changer la politique de la droite en cassant Mélenchon. Mais on parle de la gauche, c'est Hollande le président, parce que Mélenchon... C'est le seul qui fait face, d'ailleurs il a quand même fait un bon score. Et les socialistes, on a vu qu'ils sont tous rangés chez Macron, ce sont que des opportunistes. La droite, on sait ce que c'est. Le Front National, n'en parlons pas. Le seul qui peut faire opposition au Front National et à la droite classique, c'est Mélenchon. Qu'il aille sur la 7e circonscription, pourquoi il va dans la 2e? Elle n'a rien à voir sociologiquement avec ce que vous dites. Mais non, mais vous me dites qu'il combat le Front National. Il n'y a pas le Front National dans le 2-3. Méziane, il va où il veut. Méziane, juste une petite question. Il va là où il y a un Méziane, différent. Tarek Mami, je vous pose une question. Oui. Sur Marseille, il y a un député socialiste.
Non, il y en a deux, Gibraël aussi. Oui, je vois. Henri Je Gibraël. sais pas s'il est candidat ou pas, parce Ah, si, que à sa succession, avec toutes bien les sûr. casseroles. Non, Gibraël, non. En tout cas, C'est une donc il y a deux stratégie, députés. Ce n'est pas aussi simple, bien entendu. Il peut y avoir des interrogations, se disant. Pourquoi il va pas au Front National? Mais en fin de compte, c'est une stratégie. Le fait de casser les socialistes, il faudrait parce que c'est il faudra qu'il rembourse faudra qu'il rembourse les 35 ans de salaire de chez le socialiste. Donc vous êtes en train de dire qu'il finit le travail de Mitterrand. Pourquoi casser le Parti Il est en train de socialiste? casser la gauche. Les socialistes ont trahi. Renforcer la droite. Depuis 1981, ont toujours trahi la classe populaire et la classe ouvrière. Cher Méziane, s'ils avaient trahi, vous auriez pas aujourd'hui le droit de parler à France Maghreb 2, parce qu'avant l'arrivée des socialistes, il n'y avait pas les radios libres. Vous faites peur aux gens, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Arrêtez, vous connaissez l'historique du Parti socialiste, vous savez ce qu'a fait le Parti socialiste. Non, mais en tout cas, sur la liberté des radios. Ils n'ont jamais fait du socialisme. Méziane, quel est votre... Le RSA, c'est quoi? Méziane, s'il vous plaît, quel est votre emploi? Quelle est votre activité professionnelle, s'il vous plaît? Non, moi, je suis retraité, moi. Retraité. Alors moi, je vous invite à prendre une fiche de paye d'un salarié au SMIC, ou bien qui touche 3-4 fois le SMIC, et de lire toutes les lignes. Et dans la lecture de ces lignes, de me dire, monsieur, voilà, cette ligne, c'est une ligne qui vient d'une loi de droite, celle-là de gauche. Eh bien, dans votre fiche de paye, monsieur, la ligne la plus importante, elle s'appelle la loi Fillon. Elle s'appelle pas la loi Mélenchon, elle s'appelle pas d'un autre nom. Donc Mélenchon n'a jamais œuvré pour le salariat, n'a jamais œuvré pour l'entrepreneuriat, il n'a œuvré que pour lui. 40 ans de mandat politique, qu'est-ce qu'il connaît, lui, du monde salarié, qu'est-ce qu'il connaît du monde de l'entreprise? Rien, monsieur. Rien. Mais il n'y en a pas un qui connaît, personne ne connaît. Si, monsieur, parce que moi, j'ai été entrepreneur et je sais c'est quoi. Ce sont des politiques, bien entendu, ce ne sont pas des salariés ordinaires, c'est pas des ouvriers, mais en tout cas, dans les programmes, le seul programme qui est valable pour le peuple, c'est celui de Mélenchon. Dites-moi, c'est quoi le programme? Pourquoi les Français n'ont pas pris les meilleurs programmes? Parce qu'il y a la propagande, comme celle que vous faites là. Non, mais arrêtez la propagande. Merci Méziane. Merci à toi. 01 40 33 9000. Le meilleur programme, je le dis, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le reconnaît, c'est celui de Hamon. Il arrive en 5e position. Le meilleur programme pour la France. Ouais. Alors, faut arrêter de me dire le meilleur programme. Aujourd'hui, cet homme incarne une certaine volonté, il a une grande gueule, il a de la répartie. Mais vous faites quand même un peu d'anti-Mélenchon primaire quand même, si je peux me permettre. Non, mais c'est lui qui nous amène c'est une réaction, c'est lui qui amène ce comportement parce que moi je le trouve cassant. Limite, vous préférez Fillon avec toutes ces casseroles que Mélenchon. Est-ce qu'on a dit ça? On a dit de combattre la droite. Macron a dégagé Fillon. Mais c'est pas ça, Christophe. On a eu 6 mois de campagne présidentielle où Mélenchon. Catastrophique cette campagne. D'accord, mais quand même les mots les plus prononcés par Mélenchon, c'est mon ennemi, c'est le Front National. Oui. Eh bien, il est où aujourd'hui le Front National? Il n'est pas sur le 2e et 3e arrondissement de Marseille. Et on connaît Marseille. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Pourquoi il n'est pas parti à Hénin-Beaumont? Une stratégie. Il a déjà été à Hénin-Beaumont. Vous savez pourquoi il n'est pas? Il a perdu. Il a perdu. Oui, alors il veut pas recommencer. Il veut pas recommencer. Voilà. Il a beaucoup de courage politique, celui-là. Et puis ça coûte cher aussi. Oui, on peut parler des autres aussi. Allô, bonsoir. Allons-y, parlons des autres. Bonsoir. Oui, bonsoir Samir, c'est ça, c'est Samir. Oui, bonsoir Samir. Oui, je suis en train d'écouter là sur Mélenchon, mais vous êtes en train de démonter alors que les bases qui sont données, elles sont pas légitimes. Il a pas intervenu à la fin en laissant le choix aux gens, en pensant bien sûr que on était relativement intelligent pour comprendre qu'il fallait bien voter bien sûr Macron que Le Pen, et ça on lui reproche de ne pas le faire, mais là il faut arrêter. Ça fait partie des choses aussi qui vont porter préjudice. On comprend son sens. Moi j'ai compris son sens, sa communication. Ah, il faut comprendre le sens. Il faut pas l'écouter. Je vous comprendre. Je vous sous-entendre. Attendez, laissez parler l'auditeur. C'est quoi? C'est Mourad, pardon. Je vous repose une question. Pouvez-vous nous citer une mesure politique que Mélenchon a portée sur ces 40 années de mandat politique? Une seule mesure. Non, la question elle n'est pas sur les 40 années de mandat, parce que sur les 40 années, les gens ont évolué, la politique a évolué, et il faut bien comprendre que Qu'a-t-il fait pendant 40 ans? Non, excusez-moi, il faut pas inverser les rôles. Mais si, c'est votre rôle en tant que citoyen. Non mais j'y arrive. Les politiques sont pas, on n'est pas nous à leur disposition, c'est eux qui sont à la disposition du citoyen. J'ai pas l'impression, mon ami. À partir de là, si tel parti change ou a des tendances droite-gauche, on s'en fout. Ce qui prime, c'est le peuple, c'est la citoyenneté. Donc que la gauche, en fait, il a fait 40 ans et a défendu tel ou tel projet, peu importe, puisque dans ce projet, il y a eu des citoyens. Il faut bien comprendre. Mais si tu vends ce que tu me dis, qu'est-ce que Mélenchon a laissé dans son parcours politique en 40 années? Cher Samir, moi je veux vous dire deux choses. En complément. Tout à l'heure, Mourad a cité la ligne Fillon sur la fiche de paye. Moi, qui suis patron de radio,
On se rappelle, et nous, on se bat, une autre loi de Fillon, qui s'appelle la loi de la radio numérique terrestre, qui a été faite en 1987, que la droite et la gauche l'ont cassé après, et on a mis 20 ans pour qu'il y ait une nouvelle loi pour qu'on vienne à cette radio. C'est-à-dire que les hommes politiques, en fait, vous allez sur le site des Sénats, vous allez sur le site de l'Assemblée, vous regardez l'historique, et les lois, toutes les lois portent le nom d'une personne. Et puis, moi j'ai cherché l'autre jour, j'ai pas trouvé de loi qui s'appelle Mélenchon. Moi aussi, je suis entrepreneur, j'ai une société, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contacter n'importe quelle petite PMI, PME, aujourd'hui, ces dernières années, le gouvernement en place qu'on a eu a été, on va dire, limite associé au Front National. On est d'accord. On est d'accord. Non mais pour pousser. Non mais est-ce que ça justifie que M. Mélenchon, au lieu de continuer son combat, puisqu'il se présente comme antifasciste, de ne pas aller à Marseille dans l'arrondissement ou le secteur du Front National et d'aller là où il y avait déjà un socialiste? C'est quoi la logique? Mais non. Puisque il est préférable pour lui dans sa technique. Il va perdre, c'est pas préférable, il a fait une erreur. Là où il y a de la gauche, là où il y a des tendances, on va dire, qui peuvent se rapprocher direct ou indirectement, pour ensuite, même si le Front National se présenterait au Sénat, et avec une proposition de loi, automatiquement, Mélenchon et d'autres partis pourront faire barrage. Mais Samir, quel que soit à droite, il est préférable de faire barrage avec plusieurs autres partis. Non mais d'accord. Qu'avec les socialistes. Samir, tout seul. Entre ce que vous avez dit au départ et ce que vous dites maintenant, c'est le contraire. Vous êtes en train de dire qu'il travaille au service du peuple. Et là, vous me dites qu'il va en sorte pour pouvoir gagner, pour faire barrage. Alors, il va pour ses intérêts ou pour celui du peuple? Une question. Ça, c'est technique, c'est politique. Après, Samir, je sais pas Samir, s'il vous plaît. Samir, s'il te plaît, pardon. Samir, si je te parle de Jacques Lang, il est de gauche, tu vois, comme ça, on ne taxera pas d'être clivant. Non, mais c'est clair. Alors, Jacques Lang, si on parle de Jacques Lang. Mélenchon, là, c'était juste la question sur Mélenchon. D'accord, Samir. Si je dis Jacques Lang, dans toute la France, Samir, si je dis des personnes avec un visage de la France d'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus. Samir, si je parle de Jacques Lang, dans l'inconscient de tous les Français, on saura que Jacques Lang, c'est la France et la culture. D'autres personnalités politiques ont marqué de leur empreinte justement la 5e République. Mélenchon, 40 ans de mandat, qu'est-ce qu'on garde de lui? Et Fillon, qu'est-ce qu'on garde de lui? Les casseroles. Les casseroles et la loi Fillon. Qu'est-ce qu'on garde de lui? La loi Fillon pour la radio. La loi Fillon, c'est une loi qui est très intéressante pour les heures sup et pour les salariés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le passé, c'est sûr que l'enrichissement personnel, il connaît. Merci beaucoup. Merci Samir. Oui. On va laisser continuer et ça termine sa phrase. Laissez terminer, Samir. C'est bien, c'est vous les patrons de la radio maintenant. Aujourd'hui, il y a des nouveaux visages qui arrivent sur le terrain, sans étiquette, et qui s'occupent, et qui vont se présenter pour des initiatives. Et je pense que j'ai confiance en eux, et je pense avec eux, il y aura peut-être un tout petit changement, mais on va commencer le changement. On le souhaite. Merci Samir. Merci, oui, on le souhaite, c'est ça, oui. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Comment dirais-je à tout le monde. J'allais dire vos chroniqueurs, mais enfin, comme il y a le patron de la radio. Mais les chroniqueurs le vendredi, les patrons, il est à 18h, après 18h. Oui, alors donc, ce que je voulais dire, moi, Monsieur Mélenchon, pour moi, c'est un mégalomane. Il a négocié. Non, vous en rajoutez là. Il y a déjà 3 chroniqueurs qui disent ça. Allez-y. Christophe est en souffrance. On va un peu baisser le ton. J'aime pas les gens méprisants. Il a toujours eu du mépris pour les hommes politiques. Il a du mépris pour Macron par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est président de la République. Le minimum, c'est d'avoir un respect, je veux dire, pour ce président de la République. Ce monsieur, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, j'ai oublié le nom de notre cher patron de la radio. Monsieur Mamie. Monsieur Mamie. Ouais, Monsieur Mamie. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, je le partage tout à fait. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Moi, déjà, je dis merci au Canard enchaîné et puis au Penelope Guette, parce qu'au début, je sais pas si vous vous souvenez, la gauche, que ça soit Hamon, il caracolait un peu quand même haut, il était pratiquement à 15-16%, même si on doit prendre avec les pincettes, bien sûr, les sondages. Mais lui, il était à 10, 9 et 10. Donc, mais il a passé son temps, je veux dire, à cracher du venin sur Hamon, qui était pour rien. Mais lui, il était vraiment, je veux dire, pris entre deux feux. Parce que Hamon méritait plus que ce qui lui avait été, je veux dire, donné. À quoi je voulais en venir, c'est important ce que vous disiez tout à l'heure. Mais vous êtes pro Mélenchon, monsieur. Non, c'est faux, non. Non, je parle pas de vous, Ahmed, je parle à monsieur Fro. Je parle à monsieur Fro. Non, mais tout à l'heure, justement, M. Mamie a dit une chose, c'est par rapport à ça. En plus,
qui est venu encore se greffer à ce que j'avais comme je sais pas, c'est comme, je le sentais pas, j'ai jamais senti. C'est quelqu'un qui est opportuniste. Ouais. C'est les situations qui font de lui l'homme qu'il est. Alors, est-ce que vous avez dit, Mamie, tout à l'heure, à juste raison d'ailleurs, comme quoi que lui, il avait vu qu'il y avait deux candidats. Il y avait une candidate qui se nourrissait du racisme anti-musulman. Tous les jours. C'était son programme, son fonds de commerce. Il n'a même pas pris de position. Ouais. Comment je veux avoir... Ah, tout à fait. Non, mais il paraît qu'il a sous-entendu. Je comprends pas, excusez-moi, parfois. Faut sous-entendre. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens de notre communauté qui lui trouvent des circonstances atténuantes pour, mais c'est pas grave. Non, moi, c'est très grave. Parce qu'il y avait l'extrême droite, la haine, le racisme, le fascisme. On passe Macron avec tout peut-être ce qu'on peut imaginer, en face de Macron, les banques, etc. tout autour. Mais moi j'ai voté Macron et des deux mains j'ai voté au premier et au deuxième tour pas pour Macron, pour le programme parce que la France devait être un pays apaisé, parce qu'avec Mélenchon il fallait la 6ème République, on aurait passé notre temps, je veux dire, à essayer de refaire les articles de la Constitution. Ahmed, on doit y aller, c'est la pub. Merci beaucoup Ahmed. Bon, merci. Voilà, vous avez compris. Oui, merci Ahmed, merci. Parfaitement. Dans un instant, on passe aux avis tranchés de Tarek Mami, Mourad et Jean-Marc. Le grand forum avec Mourad Gall et Goual, pardon, excuse-moi Mourad Goual et Tarek Mami et Jean-Marc Zébellus qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on va quitter un peu Mélenchon. Je pense qu'on vous l'avait retaillé pour l'hiver. Non, on lui va faire 3 costumes. Il en reste 2 pour terminer le quinquennat. Mais il faudrait qu'il le ramène après le costume. Alors, et on prend ça dans la caisse de Monsieur Fillon. Donc il a trop de costumes et trop d'argent. On va passer aux avis tranchés. C'est parti. On va commencer par la gauche. Enfin, non, par la droite. Par Jean-Marc. Non, par ma gauche. Voilà. Oui, ma gauche à moi. D'accord. Voilà. Donc on est à gauche avec Jean-Marc Zébellus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et pour le coup, Tarek Mami qui ne se mouille pas, il est au centre. Voilà, donc tout va bien. C'est un peu tendance en ce moment. C'est macroniste. Voilà, absolument. Jean-Marc Zébellus. Alors aujourd'hui, on nous parle très souvent de ce mot intégration. Parallèlement, on parle d'assimilationnistes. Donc, faut savoir que les hommes de la société démocratique se sont interrogés sur l'intégration des sociétés individualistes dès l'avènement de la modernité. La question a été formulée en termes sociologiques, notamment par Durkheim, et transmis de génération en génération, que le mot soit utilisé ou non. Les recherches qui ont été menées depuis ont permis de comprendre certains des processus d'intégration et de désintégration caractéristiques des sociétés contemporaines. Il est vrai que la diffusion du terme à la fois dans la recherche et dans le monde politique rend les chercheurs précautionneux. Il en critique à juste titre l'extension qui leur paraît excessive quand il est utilisé par les sociologues et insuffisante dans la vie publique. Au nom de quoi le réserver aux seuls immigrés et à leurs descendants et non à l'ensemble de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une personne que ses parents sont d'origine, on va dire, étrangère, pas européenne, étrangère, peu importe. Cette personne qui est née en France, qui parle le français, qui a vécu, qui a fait l'école, qui a tout fait, aujourd'hui, qui est un Français à part entière, qu'on le veuille ou non, pourquoi doit-on dire que cet individu doit s'intégrer? Il n'a pas à s'intégrer, il fait partie de la société. Un Breton, on parle pas de son intégration quand il vient à Paris, on parle de son adaptation. Donc, ce qui est encore aussi pas très normal. Donc aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui a des parents qui étaient d'origine étrangère et qui, lui, il est né sur le sol français, on parle toujours du mauvais côté, du côté intégrationniste. Ça veut dire qu'on lui met sur le dos le dysfonctionnement dans la société, alors qu'il n'y est pour rien. Et simplement, faut dire qu'il subit un rejet et par moment, il peut exprimer ce rejet par des comportements un peu excessifs. Mais en revanche, quand il rapporte des médailles, quand il représente la France au niveau national, on parle plus d'intégration. Là, il a une certaine notoriété, une certaine popularité. Donc, le mot intégration, c'est pas pour lui. C'est pour que ceux dit au bas de l'échelle, qu'on dit qu'ils ne sont pas intégrés, qu'ils ne se sont pas adaptés. Mais je voudrais savoir, est-ce que la société les considère comme des Français à part entière dans les actes et dans les faits? Donc je pense que ce mot intégration doit être banni complètement.
Merci Jean-Marc. J'ai un petit commentaire à faire, n'hésitez pas, Tarek, Morad, sur ce que vient de dire Jean-Marc, sur son avis tranché. Moi j'adhère à 3000%. Et si c'est bien. Pourrait, c'est bien quand il me parlait d'un Breton qui vient à Paris. Qui ramène l'appui. Tu connais un peu cette situation, le Marseillais qui arrive à Paris. Tu es intégré ou tu t'adaptes? Je suis chez moi. Il est chez lui. Ah, ça j'adore, j'approuve, il est chez lui. En fait, Morad est venu à Paris, il a envoyé Mélenchon à Marseille. Et comme ça, il est chez lui aussi alors Mélenchon. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est chez lui. Et Morad est chez lui à Paris. Voilà. Il suffit de prendre le TGV et on est chez nous. On est chez en 3 heures. En France. C'est magnifique quand même. Voilà. On est partout chez nous, c'est formidable. Alors, on va passer à un autre sujet avec l'avis tranché de notre ami Morad. Ah. Si tu veux, après, si tu veux, vas-y, moi ton sujet. Ouais, non, mais on va parler avec Tarek Mami des prisonniers palestiniens dans un instant. Oui. Mais comme c'est un peu sur la même ligne, on va dire ton avis tranché, Morad, on va rester donc sur le sujet pour avoir ta vision à toi, Morad. Alors, on t'écoute. Moi, comme à chaque période électorale, je suis très attentif à l'image d'Épinal qu'on nous vend dès la première seconde de ces campagnes. C'est-à-dire cette photo de famille où il faut mettre le petit noir, le petit maghrébin et maintenant le petit chinois aussi parce qu'il fait partie du paysage, on va dire, audio et visuel de notre pays. Et ces histoires-là nous ont amené vers quoi? Vers des Fadel Amara, vers des Malek Bouti, vers des gens qui en fait sont venus remplir des cases dites de la diversité et des minorités visibles, mais qui ont juste rempli ces cases, qui en aucun cas n'ont amené de la qualité. Et moi, quand j'attends d'un élu une chose, c'est juste qu'il soit de qualité. Et si pour être de qualité, il faut qu'il soit maghrébin, ok. Mais si on me demande de l'élire parce qu'il est maghrébin et qu'on doit avoir de la diversité et de la visibilité, moi ça m'agace parce qu'on a trop marché dans ce système-là, on a trop fait le jeu de ces sociologues, de ces petits bobos du dimanche qui nous vendaient l'intégration, l'assimilation, et à la fin on s'est retrouvé avec des représentants politiques qui parlaient au nom de la communauté mais qui n'avaient rien de la communauté parce que qu'on prenne une rétrospective depuis Fadel Amara en passant par Rachida Dati, Malek Bouti, Kader Arif, tous ces parvenus-là, quelle cause ont-ils défendu? La Palestine, jamais. Les problèmes du Maghreb avec les relations françaises, jamais. L'histoire des colonies, jamais. Donc ils n'ont servi à rien. Et je préfère 100 fois aujourd'hui avoir un gouvernement comme celui de Macron qui ne s'est pas, handicapé à choisir une parité visible et qui a fait le choix d'une parité politique. Et là, je trouve que c'est pertinent. Il y en a marre d'avoir le faire-valoir maghrébin, le faire-valoir noir. On n'est pas là pour ça. Le seul faire-valoir qu'on doit avoir, c'est un faire-valoir de compétences. Voilà. Alors je partage 1000%. Je sais pas si Tarek et Jean-Marc. Oui, tout à fait. Je rajouterais que les faire-valoir choisis par Macron aujourd'hui sont effectivement des gens de compétences. Le jeune, parce qu'il y a le jeune Monir qui est dans le numérique. C'est son métier. Qui a été même président des comités numériques sous Hollande, duquel il a démissionné pour aller En Marche, mais aussi la sportive Madame Laura Flessel. Voilà. Donc c'est des gens qui sont pris à la fois pour leurs compétences professionnelles et leur origine peut-être de diversité, à la santé aussi, cher Christophe, merci, mais en tout cas des gens qui sont là pour d'abord leurs compétences, ensuite il se trouve qu'ils viennent de la diversité, mais et là je rejoins le point de vue de Jean-Marc, quand on est antillais, pouvait-on encore parler de diversité française pour un territoire français depuis plus de 2 siècles, voire 3 siècles. Donc c'est ça où l'hypocrisie est. En fait, au lieu de dire que des populations françaises ont toujours été marginalisées et qu'aujourd'hui elles rentrent en politique au vu de leurs compétences, on nous ressort la clause diversité, alors que la clause diversité ne devrait pas être appliquée à l'égard de tout citoyen qui est français. Alors on va changer de sujet maintenant avec vous, Tarek Mami, puisqu'on va parler de cette grève des prisonniers palestiniens. J'en profite pour rappeler qu'il y a une manifestation prévue demain à Place de la République à Paris, demain à 15 après-midi. Et que jusqu'à preuve de contraire, les fameux lobbies n'ont pas demandé son interdiction, parce qu'il s'agit de la vie et de la mort d'hommes et de femmes palestiniennes prisonniers. Certains jours, je suis heureux d'être journaliste pour pouvoir dire sur cette antenne ce que je sais, ce que je pense, ce que je ressens. Et les mêmes jours, je regrette d'être journaliste quand je vois comment mes confrères des médias, surtout dits audiovisuels, c'est-à-dire radio et télévision, se comportent et font que des événements mondiaux importants
ne trouvent pas une seconde à l'antenne, notamment dans les fameuses télévisions de diarrhée d'informations continues. Quand il s'agit d'un fait divers les plus petits possibles, ces journalistes dits journaleux trouvent des minutes et des minutes, voire des heures, pour développer le même sujet sous tous ses angles. Mais quand il s'agit de dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une souffrance humaine, je ne l'appellerai même pas palestinienne, parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes et d'une cause juste. Quand on vous dit, chères auditrices, chers auditeurs, qu'aujourd'hui, vous avez plus de 6500 Palestiniens qui sont aujourd'hui détenus en Israël, parmi lesquels il y a au moins 300 mineurs, et que je vous dis que tous ces gens sont en prison, officiellement côté israélien pour actes terroristes, en réalité parce qu'ils contestent l'occupation de la terre sur laquelle ils sont nés. Parmi ces 6500 Palestiniens, vous avez environ 500 d'entre eux qui sont aujourd'hui en prison sous un régime spécial qui s'appelle le régime extrajudiciaire de la détention administrative, qui permet une incarcération sans procès, sans inculpation, sans avocat et sans procureur. Vous êtes, chers auditrices, chers auditeurs, dans la seule démocratie du Moyen-Orient. On vous arrête parce qu'on vous soupçonne, on vous met en prison pour une durée minimale de 6 mois renouvelable à volonté, sans que vous sachiez ni pourquoi ni comment, et quand votre famille demande vos nouvelles, ils ne peuvent pas en avoir parce que vous êtes sous une situation de sécurité, défense d'Israël. Vous avez aujourd'hui près de 1000 prisonniers palestiniens qui rentrent aujourd'hui dans le 2e mois de leur grève de la faim. Un état de grève de la faim qui commence à être dangereux pour leur santé. Et ils sont tous en grève à la suite de la grève commencée par leur grand chef. Hommage à lui, ici, sur France Maghreb 2, Monsieur Marwan Barghouti, que l'humanité entière, sauf Israël, considère comme le Mandela des Palestiniens. Et vous avez mes confrères journalistes de la presse, de télévision et de la radio, qui soit ne savent pas lire les dépêches qui parlent de cette grève, soit l'ignorent, soit reçoivent l'ordre de leur direction de ne pas en parler. Hommage à Marwan Barghouti, qui rentre dans son 2e mois de grève. Hommage aux milliers à peu près de prisonniers palestiniens qui sont en grève. Hommage aux 500 Palestiniens qui sont en prison sans procès. Et hommage à tous ceux qui, dans le monde, en dehors d'Israël, ont fait une grève de la faim, de la solidarité. Hommage à tous ceux qui sont pour l'humanité libre. Et comment dire, je ne trouverai pas le mot et je n'ose pas le dire à l'antenne de France Maghreb 2, je vais rester poli. Honte à tous ces journalistes qui, en toute connaissance de cause, ne disent pas un mot de cette situation dans leurs médias. Un tout petit hommage à la presse écrite qui, elle, continue à donner quelques informations, et hommage aux réseaux sociaux qui relaient tous les jours cette information. Et à bon entendeur, salut. Merci beaucoup Tarek, très important en tout cas de le rappeler effectivement. On va juste rappeler une petite chose Tarek, si vous permettez. Quand on parle d'un JT de télé par exemple, vous avez le présentateur, donc le journaliste, et vous avez le rédacteur en chef. Et c'est le rédacteur en chef qui tranche et décide des sujets qui vont être abordés dans le JT. Et vous avez la chance, LGF, Christophe, de ne pas passer par ce circuit. Et le propriétaire aussi, je crois, non? Non, mais le propriétaire peut émettre, effectivement. Oui, mais il passe par le rédacteur en chef qui, lui, en fait, vient exécuter la seule tâche. C'est juste pour expliquer le fonctionnement, le mécanisme. Il faut être heureux, ici, à France Maghreb 2, que nous ne suivons pas les règles de l'art, entre guillemets, les règles de fonctionnement des radios dites nationales, grandes, et celles qui font l'opinion publique. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, à titre personnel qu'ici, jamais
au grand jamais, Tarek Mami, ainsi que son associé Monsieur Benabla, ne m'ont demandé de ne pas parler de tel ou tel sujet. Je suis libre de choisir les sujets qui sont évoqués dans cette émission. Et ça, l'indépendance, ça n'a pas de prix. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, au j'aime ou j'aime pas. On va se régaler, il y a du lourd. Hein. Mourad, Jean-Marc, Tarek, c'est parti. Avec, tenez, dans une circonscription très observée du côté d'Evry, Manuel Valls fera face à Dieudonné. C'est officiel, il l'a annoncé. On aime, on n'aime pas. Lalanne. Et Francis Lalanne, mais bon, le gros coup, c'est voilà, vous vous souvenez évidemment de cet épisode ça va être où Valls était le manager principal de Dieudonné pendant au moins 2 mois. Vous vous souvenez de cette période? L'attaché presse, voilà. Il en rigole d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se présente face à lui. Il faut en rigoler ou pas là, cette histoire? Parce que je sais pas, moi. C'est l'arroseur arrosé. Moi, je suis heureux. Ah oui. C'est une très bonne chose pour la démocratie parce qu'on peut condamner M. Dieudonné quand il fait ce que la justice française, et non pas les hommes politiques français, considèrent comme des actes et des paroles surtout, antisémites. On doit se féliciter que nous sommes en France et qu'on peut condamner quelqu'un quand il dérape et le laisser agir en citoyen pour aller affronter son bourreau du moment, parce que M. Valls n'a pas agi en Premier ministre quand il a agi comme il a agi comme adversaire personnel d'une personne. Donc on aime, du côté de Tarek. Juste une précision, on ne doit pas perdre de vue malgré tout que Dieudonné est juste un homme intéressé par l'argent et le business. Ça c'est clair. Non mais on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit condamné pour ce qu'il fait. Le fond politique, il s'en fout un petit peu. Oui, bien sûr. Jean-Marc, on aime, on n'aime pas? Non mais pour lui c'est une occasion de gagner de l'argent parce qu'il va monter un spectacle sur ça, sur place et bien plus tard. Jean-Marc? Voilà, je rajoute un nouveau tube. Très bien. Donald Trump qui entame sa tournée, sa première visite en Arabie Saoudite. Ça y est, il est en route pour Riyad. Il passera par Israël, puis le Vatican, puis il fera un petit tour aussi à Bruxelles, où d'ailleurs il va rencontrer Macron. Première tournée, premier pays, l'Arabie Saoudite, en présence de 17 chefs d'État arabes. Et parmi ces 17, nombreux sont concernés par l'interdiction qui avait été faite par Donald Trump de se rendre sur le territoire états-unien. On aime, on n'aime pas cette... Bienvenue chez lui. C'est le 51e État américain, je crois. Bienvenue 52. Chez lui. 52e. On va voir 53 parce qu'il y a un petit pays. Oui, Israël, c'est le 52e. Moi, je m'en fous, mais d'une force. Très bien. Tarek? Il va chez lui pour signer les contrats pour ses prochaines sociétés, pour quand le jour où il aura l'impeachment. C'est là qu'il a fait fortune d'ailleurs. Non, il a pas fait fortune. Non. Il n'a pas gagné d'argent chez les Arabes, il a gagné de l'argent sur le territoire américain en étant promoteur. Uniquement. Mais par contre, là, il doit rentrer en structure mentale, de dire de toute façon, je ne resterai pas président pendant les 4 ans, il y aura un impeachment, et donc mieux vaut commencer à préparer. Il fait des Sarkozy intelligents. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Bernard Tapie qui doit rembourser finalement l'intégralité de la somme qui lui a été versée par le Crédit Lyonnais. Et bien heureux celui qui peut dire si Tapie a tort, en définitive, ou raison, parce que Tapie a raison. Il a été escroqué par la banque et une grande partie de l'argent doit lui revenir parce que en fait la banque, le Crédit Lyonnais à l'époque, quand elle a pris le mandat pour vendre, elle savait à quel prix elle allait vendre et elle a caché le montant. Elle aurait pu être honnête. Donc on n'aime pas. Non, je sais pas, c'est mitigé. Par contre, les 50 millions qui lui ont été donnés dans l'arbitrage, c'est de l'escroquerie de l'argent public pour lequel Madame Lagarde ne payera pas et elle devrait payer. Moi j'aime pas, parce que je reprends la question dans son bon sens. J'aime pas parce que Tapie, avec cet argent quand même, il a fait rêver la France. Parce que notamment l'OM. Voilà, cet argent a servi au peuple marseillais. Qu'est-ce que tu veux dire? En achetant les matchs? Non, en gagnant la Champions League en 1993. En achetant les matchs, tout à fait. Et je me souviens. Non, je pose une question. Je vais te dire une chose, j'avais 21 ans. Oui. Et après avoir gagné cette Champions League, 3 jours après, on recevait le PSG à Marseille. Les joueurs étaient encore sous et on a gagné 3-0. C'est-à-dire qu'on vous a gagné avec 4 grammes d'alcool dans le sang. Très bien. Ça m'étonne pas. Vous êtes pas trompé. Il y a toujours du dopage à Marseille. Il y a toujours de la tricherie quelque part. Puisqu'on parle de foot, ça c'est pour Tarek. L'Espérance de Tunis a ainsi décroché son 27e titre de champion. Ça s'est passé face à l'Étoile sur le score de 3 buts à 0. Il est club africain, monsieur Tarek. Moi je suis club africain et j'étais en Tunisie lors l'Espérance, 27e titre. Oui, alors j'ai assisté d'ailleurs, j'étais malheureux le jour du match de derby, donc club africain, l'Espérance. L'Espérance a gagné 2-1 de mémoire. 2-1, oui. 2-1, on était du côté du Kef ou je sais pas où est-ce qu'on était. Et mais j'aime parce que j'aime les clubs réguliers qui n'ont pas besoin de tant de millions que les clubs
européen pour gagner et pour faire rêver le peuple, parce que le foot, ça sert quand même à une chose. C'est pas le même niveau non plus. Hein. Oui, non, mais ça sert à quelque chose. C'est que ça permet aux gens de rêver, d'avoir quelques minutes de bonheur. Oui, bien sûr. Et ça n'a pas de prix. Bon. Et le Raja au Maroc a été champion. Le Raja de Casablanca. En Algérie, je sais pas. En Algérie, c'est qui? C'est l'MPA ou peut-être un. Je crois 18e titre pour le Raja. Ah, je croyais que c'était le FLN, moi. Pardon. Les élections, oui. Oui, bien sûr. L'ambassadeur russe en France est assez critique sur Hollande, mais plutôt optimiste sur Macron. On aime, on n'aime pas cette position de l'ambassadeur. Les politiques en général, Christophe, aiment avoir en face d'eux des gens qui réfléchissent avant de parler ou qui parlent une fois qu'ils ont réfléchi. Et Macron envoie cette image à l'international, alors qu'Hollande avait quelques positions de principe que tout le monde connaissait. Et donc, quand il venait, c'est pour enfoncer le clou. La seule chose de bien que M. Hollande a fait en politique étrangère, c'est d'avoir su créer le fameux groupe, ils appellent ça format Normandie, c'est-à-dire la France, plus l'Allemagne, plus l'Ukraine, plus la Russie, pour parler de temps en temps, pour faire baisser la tension. Il aurait dû faire le format à Marseille pour s'occuper de la question syrienne et ne pas prendre fait et part pour l'Arabie Saoudite et pour les terroristes qui sont devenus des rebelles à ses yeux. Un dernier petit truc dans le j'aime ou j'aime pas, c'est un partenariat pédagogique entre Sciences Po Tunis et Sciences Po Toulouse. On aime, on n'aime pas ce partenariat. On aime les échanges. Moi, vous connaissez ma position. Un partenariat pédagogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les deux. Des échanges. Les deux vont travailler ensemble. Pourquoi pédagogique? Pédagogique, c'est-à-dire sur la façon de former, pas dans le contenu. Donc c'est dans le contenant. Donc c'est une nouvelle forme de colonisation. Non, pas du tout. La colonisation, cher Mourad, c'est quand on vous donne le contenu à faire apprendre à vos élèves. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Non. La pédagogie, c'est la façon de faire enseigner vos propres connaissances. Donc on va expliquer aux élèves tunisiens de Sciences Po qu'il va falloir apprendre telle matière avec la technicité. Voilà, donc c'est une colonisation des méthodes. Et voilà. Et après derrière on reconnaît pas les diplômes. On a bien compris. Voilà, et on reconnaît pas les diplômes de médecins de Tunisie ou d'Algériens. En un mot, justement, puisqu'on parle des Algériens, cette petite brouille entre Algérie et Marocains et qui a failli, je dis bien failli, coûter l'investiture de Laïla Haïchi. On en est où? Parce que justement, aujourd'hui, apparemment, techniquement parlant, Laïla Haïchi aurait dû être investi par le parti En Marche. Il semblerait qu'on son adversaire a fait ressortir des dossiers, notamment quand elle avait organisé un forum avec le Polisario. Ouais. Apparemment, pas avec le Polisario, sur la question du Polisario. Il y aurait eu, soi-disant, des propos malheureux et ça c'était en 2013, pardon. Donc, ce monsieur avait ressorti ça justement pour pouvoir. Non mais moi je voudrais dire un mot. La casser, si je peux terminer. Oui, allez-y. Donc aujourd'hui, techniquement, cette dame pourra retrouver l'investiture parce que ça a été fait trop tard. Voilà. Je rentre pas dans les détails de cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que quand on est élu français, quand on se dit citoyen français, est-ce qu'on doit se battre contre ses adversaires sur de point de vue français ou sur de point de vue des pays dits d'origine? Parce que ce qu'on est en train de faire avec cette histoire de l'investiture qui est confirmée définitivement en faveur de Madame Laïla Haïchi, qui porte sur 16 pays africains, dont un tiers de Français électeurs sont au Maroc et les 2 tiers sont en Algérie, en qui votent Front National, précisons-le. Voilà, ce qu'il faut dire. Si on accepte et si on rentre dans ce jeu, on va se retrouver très exactement dans la même situation que l'islam de France. C'est-à-dire que l'islam de France ne peut pas aujourd'hui devenir français parce que il faut que les gens qui s'en occupent rendent référence soit à Alger, soit à Rabat. Ça empêche l'islam français d'émerger. Et nous devons tous, quel que soit ce qu'on pense de Madame Haïchi, quel que soit ce qu'on pense de Polisario ou de la question du Sahara, se dire nous sommes citoyens français, battons-nous sur les questions franco-françaises et ne soyons pas les instruments de nos pays d'origine. Voilà. Moi je suis ulcéré par cette énième brouille. On est là, se chamailler entre frères, c'est ça le pire. C'est que génétiquement on se déchire ici. Et j'en ai assez de voir ces conflits dans les mosquées, j'en ai assez de voir ces conflits sur les réseaux sociaux, d'une violence, des jeunes qui ont rien connu. Sans nom, absolument. Je termine sur 3 activités du week-end, cher Christophe. Non. Une minute. Pub. Pas possible. Donc dans un instant, le coup de cœur de Jean-Marc Zébélus. On est déjà à 18h, donc il y a 3 activités. 17h, oui, je suis en décalage. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous pourrez vous donner quelques sorties pour ce week-end. Ouais. Et puis on prendra quelques auditeurs, si j'espère, on aura le temps pour Libertad dans un instant.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour cette dernière partie, peu consacrée d'ailleurs au coup de cœur, avec quelques idées de sortie que va nous donner Tarek Mami, histoire de bien remplir votre week-end. En plus, ça tombe bien, il risque de faire beau, donc tant mieux, c'est Mourad qui va être content, et tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. On va commencer quand même, je suis assez curieux, je dois dire, concernant le coup de cœur de Jean-Marc Zébélus, qui me l'a vendu comme une surprise. Alors, on va voir ce que ça donne. Jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Jean-Marc. Alors mon coup de cœur va aller aux deux fondateurs de la radio, notamment à monsieur Brahim Haj Smaïl Layarlamo, qui est décédé, qui n'est plus, mais qui a instigé avec monsieur Tarek Mami une certaine forme de radio. Une radio très ouverte, une radio qui a pour but d'informer, débattre et divertir. Et le mot d'ordre, c'est l'amitié, la liberté, la fraternité, l'égalité, les différents débats des citoyens. Et notamment pour monsieur Tarek Mami, que j'ai appris à connaître, que j'ai passé beaucoup de moments, qui m'a un petit peu lancé dans le grand bain, qui m'a fait confiance et qui donne aussi une voix libre aux chroniqueurs, aux éditeurs, qui permet justement toujours de s'exprimer dans la diversité des opinions et des origines, et ça sans aucune barrière. Et je dirais franchement, pour moi, c'est la seule radio vraiment libre sur ce territoire français. Et mon coup de cœur, c'est pour ces personnes, et j'espère que cette radio continuera toujours à aller dans ce sens et à continuer, car monsieur Tarek Mami aujourd'hui, qui a pris le relais, pour moi, par son humilité, est un grand homme. Vous avez sorti le chéquier, Tarek Mami, c'est bon? Le même chéquier que vous avez sorti quand Sabrina a fait un billet sur vous. Alors, non, c'était Wiem. Wiem, alors vous me direz combien vous avez payé pour que je rajoute un zéro derrière. Beaucoup d'amitié. Voilà. On y rajoute Tarek, qui est un homme de l'ombre aussi, qui travaille avec vous, Ahmed Benabla. Voilà. Pour être tout à fait précis, et avec tout le monde. Bon, merci beaucoup Jean-Marc, c'est bien. Tarek, quelques idées de sortie pour ce week-end? Si Mourad n'a plus rien à rajouter. Non, Mourad, un petit coup de cœur? J'aime tout le monde, alors le coup de cœur. Oui, très bien. Oui. Ni droite ni gauche, je vous aime tous. Voilà. Cette tendance. Alors, en fait, quand on est à Paris, à Dijon et à Metz, vous avez toujours une opération en partenariat avec France Maghreb 2 pour ce week-end. La première n'est pas en partenariat, mais je commence par elle, c'est la manifestation pour les prisonniers palestiniens qui aura lieu de cœur, là. Voilà. Demain à 15h, place de la République. Ouais. Et je salue notre ami Ziad Medouk à Gaza, qui se bat comme tous les Palestiniens, et nos amis Abir et Noura, qui font ce qu'elles ont à faire ici à Paris, ainsi que le nouvel ambassadeur de Palestine à Paris. On va du côté de Dijon, où l'activité va être intense ce week-end, puisque vous avez un concert citoyen de Shendin et de Daniel Fernandez à Dijon. Qu'on avait interviewé d'ailleurs sur notre antenne, ils avaient interprété un morceau à la guitare. Tout à fait. Et donc ce concert aura lieu demain, place de la Fontaine Douche à Dijon à 11h. Donc allez vous régaler pendant une heure. Ce jeune Samjdin, je l'ai vu au Bourget, il est exceptionnel. Je vous conseille d'aller le voir. Je soutiens, il est vraiment original exceptionnel dans la musique, il a une dégaine qui est fabuleuse, et franchement il faut le soutenir parce qu'il est... Et c'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. La banane et la guitare, c'est juste génial. Et donc vous avez un concert gratuit 11h demain matin. À 11h à place de la Fontaine Douche à Dijon. Bon. À Dijon le lendemain matin, si vous aimez la lecture et les gens qui font des études, et si vous revenez au premier verset de l'islam, Iqra li, vous avez la 23e journée du savoir qui aura lieu donc toute la journée, à partir de 10h pour les doctorants qui se réunissent entre eux et présentent leurs travaux, et à partir de 14h30 vous avez donc l'ouverture au public, tout ça au palais de congrès du côté de Dijon. Alors pour demain soir, vous avez à la fois de la religion et de la culture, puisque vous avez une opération soirée avec l'acteur marocain Nassiri et les frères Hajoui, qui a lieu donc à Asnières, dans un théâtre, et vous avez un spot à la radio qui tourne pour vous donner toutes les indications, et vous avez en même temps un gala dîner en faveur donc de la construction de la grande mosquée de Metz, qui aura lieu demain à 20h avec notre ami Abdelrahman Raymond. Et en fait c'est un dîner où on paye 70 €, mais c'est
70 €, c'est à la fois pour dîner et pour participer à la construction de la grande mosquée de Metz. Vous voyez que d'activités est diverses et on en a aussi du côté de Marseille et du côté de Clermont-Ferrand, mais on a choisi ceux-là pour qu'il y ait à la fois de la musique, un peu de religion et du militantisme. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Allez-y, cher Bah oui, on parle des mosquées. Où sont les écoles? Oui, non, mais on en parle, mais demain, donc, en tout cas, il y a ce dîner-là, et nous serons sur place pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais l'opération du cœur reste la manifestation pour la Palestine demain à 15h, place de la République. Et soyez nombreux. Et c'est pas pour rien qu'on choisit la République et pas la Bastille. La République, c'est aujourd'hui la place la plus grande de Paris, et la République, c'est le vœu que tous les Palestiniens formulent pour leur propre avenir. Oui, liberté. Merci à vous trois. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus. Jean-Marc, tu reviens lundi avec nous. On sera en compagnie d'ailleurs de Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré. Et nous aurons aussi un invité en la personne de l'écrivain Suzanne Dracius qui nous parlera de l'abolition de l'esclavage, qui est le 22 mai en Martinique. On sera en direct. L'esclavage qui a été fait en Tunisie 2 ans avant la France. Des fois, ça refroidit de rappeler que les peuples, certains n'entendent pas toujours les autres pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc un programme chargé pour la semaine prochaine, en tout cas lundi, avec Yasser Louati, Youssef Brakni et Jean-Marc Zebellus. Bon week-end à tous, le grand forum qui se poursuit bien entendu dans un instant avec Clément Yamar pour l'éphéméride. Un petit tour par le Festival de Cannes, on est en pleine 70e édition de ce Festival de Cannes. Évidemment, il est question de cinéma. Et puis un petit tour par la télé pour les programmes, pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce soir. Pour l'heure, il est 18h01, presque à l'heure. Le rappel de l'actualité ce soir, ce vendredi soir sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonjour à tous. Emmanuel Macron veut accélérer la lutte contre le djihadisme au Sahel. En déplacement au Mali, le président de la République a confirmé l'engagement des troupes françaises pour assurer la sécurité dans la région. Cela fait 4 ans qu'un millier de soldats français est déployé au nord du Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Le nouveau ministre de la Justice convoqué à la barre le 10 janvier 2019. La date du procès de François Bayrou a été fixée cet après-midi. Le garde des Sceaux est poursuivi en diffamation par une association béarnaise. Il reste 1 heure aux candidats aux élections législatives pour se faire connaître en préfecture. Hier soir sur TF1, Marine Le Pen a confirmé sa candidature à Hénin-Beaumont. Et selon un sondage publié ce matin, Jean-Luc Mélenchon sortirait en tête du premier tour dans la 4e circonscription de Marseille, où il recueille 33% des intentions de vote. Les représentants syndicaux de l'équipementier automobile GMS dans la Creuse reçus cet après-midi au ministère de l'économie. Ils rencontrent le directeur de cabinet du ministre pour parler du sort de leur usine. Le tribunal de commerce de Poitiers doit se prononcer mardi prochain sur l'éventuelle liquidation. 277 emplois sont en jeu. Renault rappelle plus de 10 000 véhicules capture en Russie. Il s'agit de vérifier qu'un accessoire de la carrosserie ne risque pas d'endommager l'un des flexibles de frein. Pour l'instant, ce défaut cause un bruit anormal, mais aucun accident n'est à déplorer. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de 29 cas de possible contamination par le virus Ebola en République démocratique du Congo. 3 patients sont déjà morts et les cas ayant été localisés dans une zone difficile d'accès, cela complique la mise en place d'une campagne de vaccination. Il y a 1 an, l'épidémie qui avait touché l'Afrique de l'Ouest avait fait plus de 11 000 morts. Dans le même temps, le Yémen est touché par une épidémie de choléra. 242 personnes sont mortes depuis le 27 avril. Le nombre de cas pourrait atteindre les 300 000 dans les 6 prochains mois. Le pays est ravagé depuis 3 ans par la guerre civile et une grave crise humanitaire. Du rugby au menu ce soir avec le premier match de barrage pour accéder aux demi-finales du top 14. Le RCT reçoit le Castres Olympique. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.